Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Colline Dutilleul qui vient nous présenter 2 albums passionnants intitulés Au Salon de Joséphine et un album consacré à Lucie Weller. Bonjour Colline. Bonjour. Alors je résume votre parcours. Formé au Conservatoire royaux de Mons et Bruxelles, puis à la Haute École de musique et danse de Cologne, vous perfectionnez votre technique auprès de grands artistes tels que Monica Bacelli, Nathalie Dessay et Barbara Hannigan. Vous explorez un vaste répertoire de la Renaissance à la création contemporaine et vous vous produisez à l'opéra, en concert et en récital. Vous faites récemment vos débuts au Festival d'Aix-en-Provence et à la Philharmonie de Cologne avec la Capella Mediterranea et Leonardo Garcia Alarcón et vous collaborez avec René Jacobs lors d'une tournée avec le Kammerorchester Basel. Pour la saison 2025-2026, on vous retrouve notamment à l'Opéra de Marseille, à l'Opéra de Nice, à l'Opéra de Limoges, au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence et au Festival Handel de Halle. Vous chantez sous la direction de Barbara Hannigan, Speranza Scapucci, Alexis Kosenko, Thomas Zemhetmayer et vous produisez dans des lieux tels que la Philharmonie de Berlin, le Palazzetto Busan, la Folle Journée de Nantes ou le Théâtre Colón de Buenos Aires. Je vous propose de débuter notre entretien en écoutant Plaisir d'amour de Jean-Paul Égide Martini. Pernel Marzorati vous accompagne à la harpe.
Plaisir d'amour de Jean-Paul Légide, Martini, Pernel Marzorati, accompagné à la harpe notre invité, la mezzo-soprano Colline Dutilleul. Alors dites-nous Colline, venez-vous d'une famille de musiciens? Pas vraiment, mais d'une famille de mélomanes. Mon père, qui est journaliste, a eu la chance d'être éduqué dans une famille où on aimait beaucoup la musique classique. Mon grand-père avait une collection de vinyles assez impressionnante, de musique allemande, française. Et mon père nous a donné cet accès à la culture quand même depuis notre plus jeune âge, à moi et à ma sœur, où on allait beaucoup au musée, on a beaucoup visité, et à la maison on écoutait de la musique qui allait de la pop culture à la musique classique. Et j'ai surtout eu la chance d'avoir été à l'école de musique, en tout cas au conservatoire de Tournai, depuis que j'avais, je pense, 3 ou 4 ans. Assez tôt, en fait, j'ai fait de l'éveil musical et ça m'a donné la possibilité voilà, de rencontrer la musique classique grâce à des professeurs assez extraordinaires et d'être éveillée à cette musique qui est incroyable. Et alors comment avez-vous découvert le chant? Alors, je faisais déjà des vocalises. J'ai beaucoup chanté à l'école avec ma grand-mère. On chantait aussi des petites vocalises à la maison, vu qu'on écoutait beaucoup de musique classique. Et puis, vers l'âge de 14 ans, j'ai une copine qui est aussi devenue chanteuse, qui était avec moi au conservatoire de Tournai, qui m'a dit « Allez, viens, inscris-toi cette année à la classe de chant ». Et puis voilà, j'ai rencontré Michel Jacobiec, qui était mon professeur de chant pendant toutes ces années au conservatoire de Tournai, et qui m'a permis très rapidement de poser les premiers jalons de ma voix de chanteuse lyrique, dirons-nous. Même si ça a quand même pris un petit peu de temps, mais j'avais la chance aussi d'avoir une voix assez naturellement bien placée, je pense. Et donc ça m'a permis en quelques années d'avoir un bagage assez grand pour rentrer à 18 ans au Conservatoire Royal de Mons. Et quels étaient les héros musicaux de votre jeunesse? Moi, j'ai eu une rencontre assez fulgurante quand avec mes parents, on regardait le Reine Elisabeth. Et c'était l'année où Franck Bralé a remporté le Reine Elisabeth. Et après, il a enregistré un CD sur des sonates de Schubert. Et j'avoue que cette musique m'a toujours vraiment transportée. En général, la musique pour orchestre, et avec un instrument solo comme le piano souvent, m'a vraiment beaucoup transportée. J'aimais quand je jouais du piano, en fait j'ai commencé la musique par le piano quand j'avais 6 ans, et j'étais toujours attirée par des choses assez musicales où on pouvait mettre de l'émotion et de l'expression. Je pense que très vite on m'a donné du Schumann, du Brahms. Ça m'a beaucoup parlé. Chopin aussi me parlait beaucoup à l'époque quand j'étais pianiste. Et quand j'étais pianiste, quand je jouais du piano, je me suis jamais considérée comme une pianiste, même si j'ai fait quand même 15 ans de piano et que je l'ai aussi étudié au Conservatoire Royal de Mons. Mais quand même les Allemands, les compositeurs allemands ou autrichiens ont eu du romantisme, ont quand même eu une place assez importante et ont toujours une place assez importante, parce que je suis assez épris de Mahler, Jean-Sébastien Bach évidemment, puis de manière plus large Mozart, à la voix, c'est vrai que j'ai un peu cette double casquette d'instrumentiste et de chanteuse. J'ai des goûts un peu éclectiques. Je suis transportée par La Nuit transfigurée de Schoenberg, par exemple, cette période du post-romantique, du post-romantisme allemand, me remue complètement intérieurement. Il y a quelque chose dans cette musique qui est très très forte, et d'ailleurs comme dans la musique séfarade que j'ai arpenté quand j'étais plus jeune dans un duo avec la guitare, et qui m'a jamais vraiment quittée, parce que je projette de faire un prochain projet autour, pas que de cette musique, mais avec cette musique là aussi. Et voilà.
Alors vous avez eu la chance de recevoir les conseils de personnalités comme Barbara Hannigan ou Nathalie Dessay. Selon vous, quel message cherchait-elle à vous transmettre ? Barbara Hannigan, ça a été une rencontre assez décisive dans ma vie. J'ai été sélectionnée, en fait, je pense, c'était en 2010 ou en 2011, pour une académie, en fait, au Festival de Lucerne, et avec Simon Rattle, où on faisait les choraux de Berlioz. Donc c'est une pièce assez énorme pour 40 musiciens, où en fait il y a un chanteur qui est en binôme à chaque fois avec un instrumentiste. Et j'avais la chance d'avoir eu la première... Enfin, j'étais alto 1, donc j'ai eu vraiment beaucoup de choses à chanter avec Simon Rattle dans cette magnifique hall de concert de Lucerne, où je suis retournée dernièrement avec René Jacob. Et avec Barbara, j'ai eu la chance d'avoir un masterclass après avec elle. Et c'était assez magique et puis déterminant dans ma vie, parce que j'ai toujours senti que j'avais une fibre artistique assez grande, et que parfois, malheureusement, dans ce monde de la musique classique, on peut être un très bon musicien sans pour autant être un artiste, je pense. Et je pense que la différence, c'est que on n'a pas toujours un message à vouloir faire passer. Moi, j'ai besoin, en tout cas, de transmettre quelque chose que j'ai à l'intérieur de moi, une sensibilité très grande, une vision du monde, un message d'espoir aussi et d'amour au travers de la musique, que je veux transmettre au monde. Et puis je prends mon rôle, mon travail d'interprète de la musique classique de manière assez sérieuse, parce que je pense vraiment que quand on a la chance d'avoir cette parole et de pouvoir parler au monde grâce à la musique, il faut en être conscient, et il faut être conscient de ce qu'on fait et de ce qu'on dit et de comment on le dit et de comment ça va toucher les gens. Et en rencontrant Barbara, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une place, en fait, pour cette possibilité de dire des choses entre guillemets de manière artistique. On va dire ça. Je me suis sentie beaucoup moins seule, je me suis sentie écoutée, je me suis sentie comprise, et c'était assez important. Avec Nathalie Dessay, c'était un petit peu différent, parce que c'est des personnalités toutes les deux très très fortes, mais avec un rapport à la musique qui est très très différent. Barbara, c'est vraiment c'est une femme de scène, mais c'est une grande intellectuelle aussi. Et Nathalie Dessay, c'est vraiment un animal de scène, comme on dit. Elle a besoin de s'exprimer au travers de l'art d'une manière toujours très théâtrale. Et donc ça, ouais, c'est une manière de voir les choses et de voir la musique qui était aussi assez intéressante, mais très dans le moment, en fait. Alors je vous propose de poursuivre en écoutant « Il était là » de Pierre-Jean Garat, suivi de « L'Hirondelle » d'Hortense de Beauharnais. Notre invité, Colline Duthiel, est accompagnée de Pernelle Marzorati. Autrefois, tout dans la nature, agitant doucement mon cœur, des gazons jumés la verdure, j'admirais la naissante fleur, ce clair ruisseau, ce frais bordage, cet air que flore parfumant, ces oiseaux, leur joli ramage, tout me plaisait, il n'était là. Il était là. À présent, à peine j'endure ce qui me charmerait autrefois. Du ruisseau, je fuis le murmure, je le crayon
prenais à trêve, j'aimerais la vermeille aurore, le zéphyr, si doux et si frais, l'accent léger de nos poètes, que ma voix seule imita, le son plaintif de la musette, tout me plairait s'il était là. S'il était là. Douce hirondelle, viens et me dis quelques nouvelles de mon pays. As-tu vu ma mère, mon père et ma sœur, et ma bergère, tout mon bonheur? Et ma bergère, tout mon bonheur, tout mon Les mélodies Il était là de Pierre-Jean Garat, suivi de L'Hirondelle d'Hortense de Beauharnais. Notre invitée, Colline Duthiel, était accompagnée de Pernelle Marzorati, une nouveauté paraissant chez Ramée. Alors dites-nous, Colline, qui était Joséphine de Beauharnais ? Je pense que les historiens vous en parleront bien mieux que moi, mais donc Joséphine de Beauharnais a été la femme de Napoléon. Et donc, elle a occupé la position d'impératrice pendant une époque de sa vie. Avant, elle a eu aussi un autre mari avec qui elle a eu Hortense de Beauharnais, que vous pouvez retrouver aussi en tant que compositrice sur ce CD.
Joséphine, pour moi, en tout cas dans ce que j'ai lu au travers de ses lettres, dans, dans des biographies, je pense que c'était une femme qui était assez instruite et, euh, et surtout qui avait besoin de s'entourer de l'art. Elle avait vraiment un statut de mécène à l'époque, comme avait pu l'avoir Marie-Antoinette avant elle. Et je pense que c'était assez important pour elle d'être entourée de la musique, mais aussi de soutenir véritablement les artistes. Euh, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, sa fille, Hortense de Beauharnais, l'a écrit que la musique l'a sauvée, en tout cas que l'art l'avait vraiment sauvée des malheurs de sa vie. Et elle en a eu, elle a perdu un enfant. Je pense que son couple ne se portait pas très très bien non plus. Donc je pense que c'est deux personnalités qui sont toujours entourées de l'art pour élever leur vie véritablement et donner la possibilité aux artistes de l'époque aussi de pouvoir se produire. Je pense que financièrement aussi, elle a vraiment œuvré à ce que des spectacles puissent se produire, à ce que des artistes puissent continuer à vivre de leur art. Et ça me semblait être une femme assez pleine d'esprit quand on voit les lettres qu'elle échangeait avec Napoléon aussi. Le côté enflammé des lettres de Napoléon pour Joséphine, c'est assez extraordinaire. Donc je pense que c'est une femme qui devait, un peu comme l'a été Alma Mahler par exemple, ce sont des femmes un peu muses qui, que leur esprit, leur beauté, mais leur cœur aussi, je pense. C'est des femmes qui savaient où elles allaient, comment elles pouvaient aussi s'attirer les bonnes grâces des hommes en politique. Enfin, je veux dire, la musique et ses salons ont aussi eu à cette époque-là une place assez importante dans la politique et la manière dont on recevait les gens. Donc, oui, une femme d'esprit. Alors comment avez-vous eu l'idée de consacrer un album à son salon? En fait, au début de la période du Covid, j'avais réfléchi un peu à des projets qu'on pouvait faire en petite formation avec Aline Zilberach, la pianofortiste et claveciniste avec qui je travaille depuis une dizaine d'années. On s'est rencontrés lors de mon passage à l'Opéra Studio de l'Opéra du Rhin à Strasbourg. Et on aime toutes les deux ces petites formes. Et moi, je suis une grande fan de la musique dite de salon, simplement parce qu'elle est assez intimiste et j'aime beaucoup me nourrir de la réaction des gens. Et donc, quand on est dans ces petites formes-là, on a la possibilité de voir la réaction et de ce que provoque votre chant sur les gens. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, de rigoler avec eux. Enfin, ces petits traits d'humour et d'esprit au travers de la musique. Quand tu vois la réaction chez les gens d'assez près, je trouve ça assez fascinant et surtout assez nourrissant comme échange. Et donc, on s'était interrogé sur quelle musique aussi n'avait pas encore été vraiment redécouverte, parce que c'est vrai qu'Aline, elle travaille dans le répertoire baroque depuis très très longtemps. C'est dans cette musique-là que moi, je l'ai rencontrée. Et puis, dans ma voix, j'étais assez intéressée de faire des choses plus classiques, voire post-romantiques, ou pré-classiques, comme on les appelle. Et j'ai toujours aussi aimé les chansons. J'aime raconter des histoires. Et dans ce répertoire, on a découvert la romance, qui est l'ancêtre de la mélodie. Et c'est vrai que les gens venaient à l'époque dans les salons et venaient avec leurs petits billets et puis on le mettait en musique. C'était assez simple en fait. Je trouvais assez touchant en fait de revenir un peu comme dans des Schubertiades à une possibilité d'avoir la musique dans son quotidien et qu'à l'époque on n'avait pas la télé, il n'y avait pas internet, donc il y avait les livres et les petits concerts à la maison. Et je trouvais ça très beau que la musique soit à nouveau au centre même de la vie familiale. Et, et donc on s'est un peu intéressé à comment on pourrait construire un programme autour de ça. Et moi, j'aime les idées de programmes qui sont diverses, où on entraîne les gens dans une espèce d'une aventure musicale, où
où ils pourront entendre des choses différentes, des sonorités différentes, où on passe d'un état dramatique à un état joyeux, vraiment comme, comme dans un programme construit pour un concert, où c'est divertissant et où on puisse être invité à ressentir des émotions diverses et variées. Et donc on a pris rendez-vous, j'ai pris rendez-vous avec Elisabeth Caude, qui est la directrice de la Malmaison, juste après les premiers mois du Covid, quand on en a été un peu sorti. Et je lui ai demandé pour pouvoir avoir accès à la librairie, lui dire que j'étais intéressée de faire un projet autour de cette musique-là. Puis d'autres choses sont venues avec la Nouvelle Athènes, qui est le centre de piano historique de l'époque, qui venait de restaurer un petit carré 1806. Et Aline avait aussi une place importante à la Nouvelle Athènes. Donc on a un peu rallié nos forces pour créer en fait un premier événement autour de cette musique-là. Et puis Sylvie Brély, qui est la directrice de la Nouvelle Athènes, a même travaillé à créer un festival, le festival de Pentecôte, qui se passe à Malmaison maintenant. Et voilà, donc on a vraiment voulu remettre à l'honneur cette musique finalement qui était très peu connue et même souvent un peu mise de côté, parce qu'on l'a dit, on disait que c'était une époque de l'histoire de la musique française qui avait eu très très peu d'intérêt, que c'était pas passé grand chose. Mais en fait il s'est passé des choses. Mais c'est juste que parfois j'ai peur que la simplicité... J'ai l'impression que les gens, quand ils voient des choses simples, ils pensent que ce sont des choses futiles et pas intéressantes. Et en fait, souvent, c'est qu'il faut creuser et savoir un peu comment se mettre dedans. Par exemple, ces petites romances, elles sont très touchantes quand on les prend pour ce qu'elles sont et qu'on essaie juste de donner vie à ces textes et de les vivre un peu avec authenticité et avec sincérité. En fait, je pense que c'était une époque d'une forme de sincérité qu'il fallait avoir dans son chant et de ne pas essayer d'en faire des tonnes. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup cultiver dans ma manière de chanter. C'est, comme je vous disais, ce rapport au public très premier. C'est aussi ce rapport au chant qui est très premier. Donc d'essayer d'habiter les mots, de les comprendre aussi, de travailler peut-être son ego de chanteur pour ne pas... qui viennent entacher le discours. Alors comment avez-vous construit ce programme ? On s'est dit on va répartir un peu les choses, pas de manière mathématique, mais on s'est dit voilà, on va faire avec les instruments de l'époque, donc le piano forte, la harpe, et on aurait pu rajouter une flûte ou un violon, mais c'est vrai que on aimait bien cette idée d'être à 3. Et puis on s'est divisé les romances, celle à la harpe et celle au piano. On voulait mettre des airs d'opéra en français et en italien parce que c'était assez important qu'il y ait une forme de parité, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'opéra italien, mais aussi beaucoup d'opéra français à l'époque, parce que dans la politique de Napoléon, l'Italie avait une place assez importante et il aimait surtout beaucoup l'opéra italien. Et puis évidemment des pièces en solo pour les instruments, il y a même un duo de Pleyel aussi. Et voilà, et de trouver un peu une trame dans toutes ces pièces pour pouvoir créer un programme. Et je pense que c'est assez réussi parce que justement les gens se sentent entraînés en fait, comme ça passe d'une émotion à une autre, d'une couleur à une autre. On est sur instrument d'époque aussi, donc on est dans un monde de sonorité qui n'a rien à voir avec le piano ou la harpe moderne. Donc ça, je trouvais ça assez intéressant aussi de se replonger. Et en tant que chanteuse, ça pose aussi beaucoup de questions de la manière dont on pose la voix. Il y a des choses qui ont été écrites sur la manière de chanter la romance, par exemple. Il parlait de la voix claire. Donc c'était une voix où il ne fallait pas qu'il y ait de vibrato, où il ne fallait pas qu'il y ait de lourdeur, de pathos. Donc moi, ça m'a aussi donné des indications sur comment utiliser ma voix en tant qu'instrument pour pouvoir servir au mieux ce répertoire. Et je pense que ça s'entend parce que je n'utilise pas la même manière de chanter dans
dans les romances que dans les airs d'opéra, même les opéras comiques et les opéras, il y a du Spontini où là j'essaie d'avoir une patte vocale qui soit plus proche du bel canto. Dans le Méhul, qui est un extrait d'opéra plutôt comique ou bouffe, j'allège un peu la voix pour être dans quelque chose d'un peu plus sopranisant. Enfin voilà, c'est une vraie réflexion de comment utiliser aussi son instrument en relation avec les instruments d'époque qui étaient aussi beaucoup moins puissants et donner véritablement une sincère représentation de ce que ça pouvait être à l'époque. Alors vous avez une autre actualité, un album consacré à Lucie Weller. Comment est né ce projet ? Alors, il y a, en novembre 2022, j'ai sorti un premier opus qui était très personnel, qui s'appelle Licht in der Nacht, et qui est un parallèle entre l'impressionnisme et l'expressionnisme. Donc entre le courant impressionniste Ravel, Debussy et les sœurs Lily et Nadia Boulanger. Et puis le versus allemand, donc de la même époque, fin 19e, début 20e, chez Schoenberg, Berg et Alma Mahler. Et c'était un projet assez important pour moi parce que je me suis vraiment définie dans cet opus très personnel et qui a été accueilli avec beaucoup, beaucoup de sensibilité et beaucoup d'intérêt. Et de cet intérêt est née la demande de musique en Wallonie pour ce projet autour de Lucie Weller, qui s'appelait d'ailleurs Lucie Weiler, parce qu'elle était d'origine juive, et comme malheureusement beaucoup de gens à cette époque, ils ont transformé leur nom, enfin ils ont francisé leur nom pour se cacher, évidemment. Et Thibault Leenaerts, qui est chanteur, mais aussi chef de chœur avec le chœur de Namur, a entendu mon CD, et je sais qu'il est très épris de mélodies françaises. Et Manuel Couvreur, qui est le directeur de Musique en Wallonie, lui avait parlé de ce projet sur Lucie Weller. Et donc Thibault lui a dit, écoute, je pense que j'ai la bonne personne pour toi. Donc j'ai envoyé mon CD à Manuel Couvreur, et qui l'a entendu, qui m'a envoyé une très jolie carte pour me demander en fait de faire partie de ce projet. Et donc voilà, il m'avait déjà informé que ça allait être un coffret qui allait contenir différentes pièces, enfin des pièces pour piano, des pièces pour piano et voix, des pièces pour quatuor, des pièces pour quatuor et voix, et aussi des pièces pour ensemble vocal féminin. Donc c'était important pour lui, je pense, d'essayer de montrer un peu tout, l'œuvre véritablement de Lucie Weller. Après, il y a eu des choix évidemment qui ont été faits, parce que comme chez n'importe quel compositeur ou compositrice, il y a des choses qui ont un peu plus de force que d'autres. Et chez Lucie Weller, il y avait, je pense qu'elle a été prof probablement de solfège, où elle a écrit pour ses enfants à une époque, et donc il y avait des choses un peu plus enfantines qui me semblaient peut-être, quand il fallait vraiment faire un choix aussi de timing, sur lequel j'ai moins mis l'accent, parce qu'il y avait vraiment des mélodies assez incroyables. Ce cycle aussi, Toi et moi, qui m'a vraiment épris, parce que c'était une espèce de parler chanté qu'on connaissait pas à l'époque véritablement. Évidemment, Debussy, dans les Bilitis, on sent cette manière d'écrire très proche du parler, mais c'est vraiment Poulenc plus tard dans la voix humaine, par exemple, qui en aura vraiment fait un style à part entière, et elle en a fait un style à part entière avant l'heure. Et moi qui aime raconter des histoires, évidemment, ça m'a beaucoup touchée, cette manière de pouvoir être dans la musique, mais vraiment à travers les mots et à travers une ligne qui était tellement, transparente, tellement claire. Enfin, j'étais vraiment très, 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 très émue quand j'ai découvert cette musique, parce que je me dis vraiment, dans la vie, je me le répète assez souvent, que parfois on n'est juste pas ouvert et conscient
qu'on peut complètement passer à côté de choses dans la vie bêtement quand on est dans son téléphone dans la rue et qu'on relève pas la tête, il y a des choses qu'on loupe. C'est un peu la même chose pour la musique, je pense. Parfois, on passe à côté de choses, tout ça parce qu'elles sont pas dans la lumière, tout ça parce qu'elle s'est cachée dans une bibliothèque et c'est assez dommage. Eh bien, je vous propose de découvrir la musique de Lucie Weller. Voici 2 mélodies. Vous m'avez dit tel soir, suivi de Aux blanches fleurs pour voix et double quatuor. Notre invitée, Colline Dutilleul, est accompagnée par les quatuors Sonoro et Viride. Vous m'avez dit tel soir des paroles si belles que sans doute une flamme qui se penchait vers nous. Soudain nous ont aimés et que l'un
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical. De mélodies, vous m'avez dit, tel soir, suivi de Ô blanche fleur pour voix et double quatuor à cordes de Lucie Weller. Notre invitée, Colline Dutilleul, était accompagnée par les quatuors Sonoro et Viridé, une nouveauté paraissant chez Musique en Wallonie. Alors Colline, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité la possibilité de faire découvrir à nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'aimeriez-vous nous faire entendre ? Alors, je voudrais vous faire découvrir une chanteuse de jazz que j'adore, qui s'appelle Cecil McLaurin-Salvant, et qui interprète une autre chanteuse que j'adore aussi, qui s'appelle Barbara. Et elle a décidé de reprendre la chanson Le mal de vivre. Et j'adore ces deux chanteuses, mais j'adore Cecil McLaurin-Salvant parce qu'elle a cette capacité vraiment de descendre dans une interprétation qui est tellement personnelle et de se réapproprier la musique, ce qui est très difficile à certains moments quand on est en face d'une chanson telle que Le mal de vivre de Barbara. On est toujours empreint de la manière dont Barbara la chante. Et la chante tellement bien que c'est très difficile de passer après une interprète comme Barbara, par exemple, qui chante sa propre musique. Et je trouve que cette femme fait un travail formidable, d'une intelligence extraordinaire, avec une technique vocale comme une technique lyrique. Enfin, elle a une maîtrise de son instrument qui est spectaculaire, et puis une créativité, elle vogue entre les deux styles. C'est vraiment... ça me touche énormément, ce type de travail d'interprétation et créatif. Nous l'écoutons maintenant. Ça ne prévient pas, ça arrive. Ça vient de loin, ça s'est traîné de rive en rive. La gueule en coin, et puis un matin, au réveil, c'est presque rien, mais c'est là. Ça vous ensommeille au creux des reins. Le mal de vivre, le mal de vivre, qu'il faut bien vaille que vivre, on peut le mettre en bandoulière ou comme un bijou à la main, comme une fleur en boutonnière ou juste à la pointe du sein. C'est pas forcément la misère, c'est pas Valmy, c'est pas Verdun, mais c'est les larmes aux paupières, au jour qui meurt, au jour qui vient. Le mal de vivre, le mal de vivre, qu'il faut bien vivre, vaille que vivre, qu'on soit de Rome ou d'Amérique, qu'on soit de Londres ou de Pékin, qu'on soit d'Égypte et puis d'Afrique ou de la porte Saint-Martin. On fait tous la même prière, on fait tous le même chemin.
au creux des reins. Ils ont beau vouloir nous comprendre, ceux qui nous viennent les mains nues, nous ne voulons plus les entendre. On ne peut pas, on n'en peut plus. Et puis tout seul dans le silence d'une nuit qui n'en finit plus, voilà que soudain on y pense à ceux qui n'en sont pas revenus. Du mal de vivre, leur mal de vivre, qu'ils devaient vivre, vaille que vivre, et puis sans prévenir, ça arrive. Ça vient de loin, ça s'est promené de rive en rive, le rire en coin. Et puis un matin, au réveil, c'est presque rien, mais c'est là, ça vous émerveille, au creux des reins, la joie de vivre, la joie de vivre. Viens, 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 viens la vivre, ta joie de vivre. Nous venons d'écouter Le mal de vivre de Barbara dans l'interprétation de Cécile McLaurin-Salvant. Il s'agissait du choix de notre invitée Colline Dutilleul. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup Colline d'avoir accepté notre invitation. Merci à Clément Villansen d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 15h, les vendredis à 13h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.